Bonjour, monsieur Ludo de Witt. Bonjour. Bonjour, je vous remercie d'être là. Je vais rapidement vous présenter. Je dis bonjour à toutes les personnes qui assistent à cet événement, à cette discussion où nous allons parler aujourd'hui d'un livre important pour l'histoire du Burundi, pour l'histoire de la Belgique, mais aussi pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'actualité de l'Afrique centrale et à l'époque des décolonisations. Ce livre s'appelle Meurtre au Burundi. Il est écrit par Ludo de Witt. Et Ludo de Witt, qui est un écrivain ou un chercheur qui a écrit d'abord qui a écrit L'assassinat de Lumumba, qui est un livre choc qui a eu des conséquences politiques importantes, puisque ça a mené à beaucoup de débats, mais aussi à des excuses officielles que la Belgique a présentées au Congo. Alors, M. Ludo de Witt écrit ici Meurtre au Burundi. C'est un livre qui, pour la première fois depuis 60 ans, plonge dans les archives et nous parle, essaie de décrypter, de chercher les responsabilités. Ce livre s'appelle La Belgique et l'assassinat de Rwagasore. Ce livre se plonge dans les archives, dans les témoignages, dans tout ce qu'il a pu trouver. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de discuter avec lui, de poser des questions qu'on peut avoir là-dessus, de voir les éléments nouveaux qui apparaissent, qui arrivent au niveau de l'histoire. Pour les gens qui suivent l'événement, il y aura moyen de poser des questions, mais vous allez dans l'onglet questions, pas l'onglet chat, parce que dans l'onglet chat, ça va ailleurs. Donc, voilà. Donc, je vous remercie, Monsieur Ludo de Witt. Je voudrais vous demander de nous planter un peu le décor, le contexte dans lequel vous avez commencé cette recherche pour aboutir à ce livre, et de nous dire en résumé plus ou moins, mais on a envie d'en savoir beaucoup, où est-ce que nous mène cette histoire, d'où vient cette histoire, comment vous y arrivez. La parole est à vous. Eh bien, merci pour cette invitation. Aussi un bonjour à toutes et à tous. L'assassinat de Louis Rwagasore, un prince nationaliste et premier ministre du Burundi, quelques semaines après les élections qui sont déroulées en septembre 1961 et 9 mois avant l'indépendance, eh bien, cet assassinat a été pendant 6 décennies jamais analysé d'une façon satisfaisante. Qui était responsable? Qui était derrière l'assassin et les comploteurs? Quelle est la place de cet assassinat dans le déroulement de la colonisation du Burundi? Parce qu'il s'agit quand même d'un moment charnière, dans une étape charnière de l'histoire du Burundi. Et je crois que c'est d'abord très important de dire ou de souligner le fait que le Burundi, ensemble avec le Rwanda, était un territoire de tutelle. Donc, ce n'était pas une colonie classique, mais un territoire dont la gestion a été confiée par les Nations Unies à la Belgique pour mener ces territoires à l'émancipation, à l'indépendance. Bien que pour la Belgique, pour le colonisateur, ces territoires ont été intégrés dans l'empire colonial belge. Mais ça veut dire que ce contexte international est extrêmement important pour comprendre ce qui s'est déroulé dans l'année 61 et quelle est la place de cet assassinat dans les événements. Rwagasore, il était dans le collimateur du colonisateur déjà très tôt. Rwagasore, un prince, le fils aîné du roi, avait une position et un statut, un charisme très important dans l'élite locale burundaise. Et c'était Rwagasore qui, début 1956, a posé comme le premier Africain l'acte fondateur du nationalisme en Afrique centrale. Donc, il avait à ce moment-là écrit un projet de constitution pour le Burundi. Et ça, il a fait avant que le manifeste de conscience africaine au Congo
a été publié et avant que le manifeste Hutu de Kayibanda et ses collègues a été rendu public au Rwanda. Et donc, cet acte fondateur a mis Rwagasore dans le collimateur du colonisateur et ça a provoqué une tension, une lutte entre lui et cet colonisateur qui s'est empiré d'année après année, surtout après que Rwagasore a fondé des coopératives avec lesquelles il voulait en quelque sorte éliminer donc les commerçants intermédiaires qui prenaient des profits exorbitants sur le dos des paysans burundais. Maintenant, dans l'année 60, ce qui se passe, il y a la crise congolaise, juillet 60, et en septembre, il y a une pression extrêmement forte des forces conservateurs coloniales dont le sommet, le fer de lance, était la monarchie belge, qui a poussé le gouvernement pour prendre une attitude extrêmement dure envers les nationalistes centrafricains. Et c'est en septembre que le ministre Harold Dapremont-Landen est devenu dans ce cadre-là, ministre des Affaires africaines. Et c'est donc Dapremont-Landen qui devait mener à bien la lutte contre, pas seulement Lumumba, mais aussi contre Rwagasore. Et en octobre 60, donc quelques semaines après qu'il est devenu ministre, il a visité le Rwanda-Burundi et là-bas, il a donné la carte blanche aux colonisateurs, à la résidence du Burundi pour résoudre le problème Rwagasore. Maintenant, à ce moment-là, la lutte contre le Lumumba était déjà très bien avancée. Pendant que, d'après Dapremont-Landen était à Bujumbura, sa main droite, le conseiller militaire, était à Pointe-Noire pour négocier avec les officiers belges et pour voir si on pouvait envoyer un tueur pour éliminer Lumumba. Le but à ce moment-là n'était pas d'assassiner Rwagasore, le but était de l'éliminer politiquement. Et ça s'est produit quelques semaines après, quand la résidence a organisé des élections communales au Burundi et qu'on a donc éliminé en quelque sorte politiquement Rwagasore. On lui a donc mis en résidence surveillée. Il ne pouvait pas participer aux élections et donc avec comme résultat que son parti, enfin c'est très difficile parce que pour exactement mesurer donc l'impact de son parti sur les élections, parce que c'était des élections qui étaient surtout axées sur des individus, pas sur des partis politiques, mais en tout cas il avait ses partisans avaient une position assez minoritaire dans le résultat des élections. Et alors, il y a quelque chose qui s'est arrivé qui est vraiment très fondamental. C'est le 17 janvier 1961 que Patrice Lumumba est transféré vers le Katanga et où il a été assassiné. Et donc, le jour après, le 18, tout le monde était au courant qu'il était assassiné. Et 2 jours après, le 20 janvier, il y avait eu un conseil de cabinet du gouvernement belge, ici à Bruxelles. Et sur ce conseil, il y a eu un clash entre les soi-disant les faucons et les moins faucons. C'est-à-dire que la majorité du conseil a conclu qu'il serait extrêmement difficile pour la Belgique, en même temps, d'encasser le choc de l'annonce de la mort de Lumumba, parce que tout le monde dans le sud, en Afrique, dans le tiers-monde, savait que la Belgique contrôlait le Katanga, que c'était la Belgique qui avait donc organisé la sécession du Katanga, qu'il avait importé des mercenaires, etc. Donc le tiers-monde était extrêmement porté contre la Belgique. Et donc le gouvernement dit, en même temps, encasser cette annonce, avec l'implication qu'on va voir que nous autres, on est impliqués dans cet assassinat, et en même temps,
obéir aux Nations Unies, qui avaient donc un pouvoir en ce qui concerne le territoire de tutelle qui était le Burundi, c'est-à-dire la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies qui avait décidé en décembre 60 que la Belgique devait organiser des élections libres, donc avec la possibilité pour Rwagasore de participer, eh bien, contrecarrer cette décision en même temps avec l'annonce de Lumumba, ça serait trop pour la Belgique. Et donc, ses partenaires de l'OTAN l'avaient convaincu qu'on ne pouvait pas accepter ça. Et donc, à ce moment, on a donc décidé de laisser, d'organiser des élections libres au Burundi en espérant que l'administration coloniale sur place allait faire le nécessaire pour essayer de contrecarrer donc les actions de Rwagasore pendant la campagne électorale. Et donc, quelques jours avant les élections qui se sont déroulées en septembre 60, dans la résidence, on avait fait un pronostic que, disons, entre 30 et 40% des voix seraient portées sur les candidats et sur le parti de Rwagasore, c'est-à-dire Rwagasore serait obligé de former un gouvernement de coalition. Eh bien, à la grande surprise et étonnement du colonisateur, Rwagasore a gagné ces élections d'une façon écrasante. Il avait gagné avec 80% des voix. Et donc, ça a donc amené, et c'est quelque chose qui a dévoilé mon enquête, à des réunions qui se sont déroulées 2 et 3 jours après ces élections, trois réunions, et le résultat de ces réunions était que, en fait, la résidence, le colonisateur, avait mis en route un plan pour éliminer Rwagasore et qu'ils allaient donc stimuler les opposants politiques de Rwagasore qui étaient complètement inféodés à la résidence pour assassiner le prince. Maintenant, cet assassinat, et ça c'est le deuxième élément que je veux ici dans mon introduction quand même mentionner, a été fait avec une nonchalance et un amateurisme vraiment incroyable qu'on ne peut seulement expliquer avec le sentiment d'invulnérabilité qu'ont senti donc les opposants de Rwagasore, c'est-à-dire l'assassin qui était un grec, un tueur à gages, et donc les dirigeants les plus importants du Parti démocrate chrétien burundais. Par exemple, la voiture du parti du PDC, c'est une station-wagon fort qui était très bien connue à Bujumbura, elle était simplement garée sur le lieu délicte. Il y avait donc pas mal de témoins qui ont donc vu les agissements des différents comploteurs et de l'assassin. Et donc très vite, on a appréhendé l'assassin et ses complices, mais ni une enquête des Nations Unies, ni une enquête qui a été faite par la justice de la tutelle, parce qu'il faut donc savoir que l'indépendance va seulement venir en juillet 62, donc 9 mois après les événements, ni l'enquête qui a été faite par le Burundi indépendant, donc à la fin de l'année 62 et début de l'année 63, a touché au rôle de la Belgique dans cette affaire. On a seulement donc élaboré une enquête à charge de l'assassin et de ses comploteurs burundais, donc les dirigeants du parti d'opposition PDC. Et pourtant, et ça c'était mon constat qui était à la base de mon enquête, et pourtant, comme c'était le cas avec l'assassinat de Rwagasore, tout le monde était convaincu, sentait intuitivement que la Belgique avait un rôle extrêmement grand dans cet assassinat. Et donc, je mentionne dans mon livre une anecdote significative. Le résident général Jean-Paul Harewa, qui donc dirigeait l'administration, qui chapeautait
tout le territoire de la tutelle. Il s'est rendu à l'hôpital le jour après l'assassinat où la dépouille mortelle de Rwagasore est exposée. Il s'incline et puis il sort. Et dans un couloir de l'hôpital, il croise la mère, la mère de Rwagasore qui le gifle. Un geste qui est vraiment très révélateur du sentiment de très nombreux Burundais qui, en quelque sorte, disent les bras, c'était les Burundais, mais le cerveau de cet assassinat, c'était les Belges. Et donc, dans les mémoires de Harwa, qui ont été publiées en 87, donc il y a maintenant presque 35 ans, il se pose la question et il dit est-ce que c'est possible que l'administration coloniale du Burundi a dit aux opposants politiques de Rwagasore qu'on serait très content que Rwagasore serait éliminé. Et dans ce cas-là, s'il serait assassiné, on va faire le nécessaire pour que les gens impliqués dans l'assassinat seraient couverts. Eh bien, il répond, et maintenant je cite, « Le nier me paraît déraisonnable ». Et donc, ces éléments m'ont donc mis en route, ont donc m'aidé à commencer donc une enquête qui m'a donc emmené vers des archives, surtout en Belgique et en Angleterre, qui m'a aidé à trouver une enquête parallèle, une enquête secrète qui a été faite par le procureur du roi de Bruxelles, qui dévoile complètement le rôle de la Belgique dans ces réunions fatidiques qui ont été organisées quelques jours après la victoire électorale de Rwagasore. Il y a des documents de la sûreté coloniale que j'ai pu trouver ici à Bruxelles, dans les archives des affaires étrangères. Il y avait eu les rapports de l'ambassadeur britannique qui a eu des entretiens et qui a reçu des documents des avocats qui sont assez accablants pour la Belgique. Et finalement, il y a aussi les papiers privés du procureur du roi de Belgique qui a donc mené cette enquête parallèle et dans lesquels il mentionne et dans lesquels il explique donc le contenu des entretiens qu'il a eu avec le ministre de la Justice belge et avec le procureur général belge de l'époque, qui indique clairement et qui démontre clairement qu'il y a donc une responsabilité écrasante concrète de la Belgique, donc de la résidence du Burundi dans cet assassinat. Petite question, est-ce que cette enquête belge a été rendue publique ou elle n'a jamais été rendue publique? En fait, non. La base de cette enquête était en quelque sorte une demande par les avocats des inculpés burundais qui voulaient que les Belges qui, entre-temps, étaient retournés en Belgique et qui pouvaient éventuellement être impliqués dans cet assassinat, qu'on devait faire une enquête ici en Belgique. En quelque sorte, c'était la charte coloniale qui avait prévu cette possibilité. Et donc, il faut savoir que le mouvement démocrate chrétienne ici en Belgique avait pris parti notamment pour les adversaires de Rwagasore et qui était très fortement lié avec le Parti démocrate chrétien au Burundi, dont les dirigeants étaient donc impliqués dans cet assassinat. Et il faut surtout ici souligner le rôle du roi Baudouin. Le roi Baudouin avait fortement insisté chez le gouvernement belge pour sauver l'assassin. La justice de la tutelle avait condamné à mort l'assassin et normalement il devait être exécuté encore avant l'indépendance. Et il voulait aussi que les comploteurs
burundais seraient exfiltrés du Burundi pour qu'ils pouvaient être emprisonnés en Belgique. Et donc, pour convaincre la Belgique de sauver ces 6 hommes, l'assassin et les 5 complices, le roi et la mouvance démocrate chrétien a fortement insisté pour que le rôle de la Belgique serait dévoilé envers le gouvernement belge. Donc, on a eu cette enquête par le procureur du roi belge ici à Bruxelles, Raymond Charles, qui faisait partie de cette mouvance démocrate chrétien, et lui, il indique clairement qu'il y a un rôle concret de la Belgique, parce que sa conclusion est que, suite à son enquête, l'assassin ne peut pas être exécuté. Il a un rôle direct. Et donc, cette enquête a été transmise au ministre des Affaires étrangères. À ce moment-là, c'était Paul-Henri Spaak, en disant, écoutez, nous autres, on est impliqués dans cet assassinat. On ne peut pas mettre tout le poids de la responsabilité chez l'assassin et chez les autres comploteurs, donc il faut les sauver. Mais le ministre des Affaires étrangères a refusé d'accorder la grâce aux assassins. Il a fait un calcul, on peut dire que c'est un calcul cynique ou, selon vos points de vue, un calcul réaliste, dans ce sens qu'il a dit, si je vais sauver ces 6 personnes, ça va provoquer des émeutes au Burundi, et ça peut éventuellement coûter la vie à des dizaines d'Européens innocents au Burundi. Et donc ça, je ne vais pas faire. Et donc, il a ordonné l'exécution de l'assassin. Il a transféré les 5 complices au Burundi indépendant. Et donc, le Burundi indépendant, quelques mois après, a donc exécuté les 5 complices. Une petite question, merci beaucoup. Il y a plusieurs enquêtes. Le but ici de votre recherche, c'est de prouver le lien direct, l'implication directe dans l'assassinat de la Belgique. Il y a l'enquête qui se fait par le procureur Bourguignon, si je me souviens bien, à Bujumbura, mais qui est doublée d'une autre enquête, évidemment, qui est ici, plus celle des Nations Unies et les autres. Quelle est la nuance? Comment se passe celle de Bujumbura? Qu'est-ce qu'elle montre? Quels sont les témoignages et les témoins? J'ai vu qu'il y a des témoins qui sont expulsés ou refusés de revenir témoigner. Qu'est-ce qui se passe au moment du procès de Bujumbura pour couvrir justement, pour cacher les preuves que vous avez cherchées et que vous avez trouvées? Ben, en fait, j'ai eu la chance que j'étais invité par des membres de la famille de Rwagasore, mais aussi j'ai aussi parlé avec donc des descendants des Burundais qui ont été exécutés pour cet assassinat. Et ces 2 familles ont conclu un pacte. Ils voulaient savoir la vérité. Et ils m'ont donc demandé, en quelque sorte, d'élucider cette affaire. Et avec eux, on est allé chez le procureur du roi, ici à Bruxelles, Bruno Bulté. Et Bruno Bulté nous a donné accès au dossier répressif de la tutelle. Donc, à l'enquête de la tutelle, une enquête qui a donc été menée en 61 et 62 par le procureur du roi Bourguignon sur place. Et à mon grand étonnement, cette enquête est étoffée par des indications qu'il y a un rôle extrêmement important et très concret de la Belgique dans cet assassinat. Mais jamais on a enquêté sur cette rôle. On a seulement mené une enquête à charge des Burundais qu'on avait donc appréhendés, mais jamais à décharge. Donc le rôle de la Belgique a été resté à l'extérieur de l'enquête. Et donc, on a encore pu interviewer le procureur du roi qui a mené cette enquête, Bourguignon, et je le cite maintenant, je le cite dans le livre. On lui a demandé quel est le rôle de la tutelle dans cette affaire, et il dit « Je n'ai jamais pensé à cela parce qu'on était une administration qui n'était pas très nombreuse et on se faisait confiance. À l'époque, je n'aurais jamais osé me permettre d'aller dire au résident général « Je voudrais bien interroger un tel parce qu'il paraîtrait que… » On ne pensait pas à ces choses-là. Écoutez, moi, j'ai un excellent souvenir de ma vie en Afrique. On travaillait beaucoup, mais c'était une vie très agréable. On formait une petite communauté. On allait prendre beaucoup de plaisir à se rencontrer, à discuter.
cette ambiance rendait la vie terriblement agréable. J'ai la nostalgie de ce temps. C'est un peu donc avec cette mentalité qu'on a complètement mis à l'écart donc le rôle des Belges dans cette enquête. L'enquête des Nations Unies, c'était une enquête vraiment bidon. Les enquêteurs ont été seulement quelques jours au Burundi et donc ils ont conclu rien du tout en ce qui concerne le rôle de la Belgique. La seule chose qu'ils ont remarqué, c'était que selon eux, l'enquête judiciaire faite par Bourguignon se déroule d'une façon normalement. Et donc finalement, il y avait encore une autre enquête, l'enquête qui a été faite après l'indépendance par le Burundi indépendant, mais c'était de nouveau une enquête bidon. Le Burundi ne voulait pas que le rôle de la Belgique sera dévoilé parce que ce serait une circonstance qui allait donc être prise en compte pour sauver éventuellement les Burundais qui étaient impliqués dans l'assassinat, donc les comploteurs, et on voulait absolument que ces comploteurs seraient exécutés. Et donc, en fait, on n'a jamais fait une enquête au Burundi, on a seulement repris le réquisitoire de Bourguignon pour le procès burundais, et sur base de ce réquisitoire qui met tout le poids de l'assassinat sur leur dos, on a donc exécuté ces 5 Burundais. Dans les archives, on va nous passer sur la question de la difficulté de retrouver des archives fiables d'époque de la disparition d'archives devant laquelle vous avez buté. Puisqu'on parle d'assassinat, je voudrais que vous nous parliez de cette période entre finalement la victoire de l'UPRONA, donc de Rwagasore à 80%, le désarroi dans l'opposition évidemment à la résidence. Mais quelles sont les preuves que vous avez trouvées de toutes ces réunions qui se sont faites, de ces embuscades qui étaient prévues, qui ne se sont pas faites? Qu'est-ce que vous avez trouvé de nouveau que nous ne savions pas, nous ou le public en général? Ben, ce qui est très important, c'est l'enquête parallèle et secret qui a été fait à Bruxelles, ici, où le procureur du roi a interrogé 6 fonctionnaires centraux de la résidence. Et cette enquête se concentre donc sur le rôle de la Belgique dans l'affaire. Et donc là-bas, dans cette enquête, on dévoile donc les entretiens, le contenu des discussions qu'on a fait donc à la résidence et où on a donc préconisé l'élimination de Rwagasore. Et ces faits se sont confirmés par le fait que dans les archives, j'ai trouvé premièrement des documents sur une campagne de terrorisme qui a été menée après l'indépendance par les opposants de Rwagasore, une campagne de terrorisme qui voulait donc, qui avait donc comme but pour organiser le chaos dans le pays et finalement l'assassinat de Rwagasore serait le point culminant de cette campagne. Et ce qui est extrêmement clair, c'est que la résidence, bien que tous les faits de cette campagne de terrorisme, une campagne avec quand vous parlez de résidence, quand vous parlez de résidence, vous parlez du représentant de la Belgique au Burundi sous tutelle. Exact, donc c'est le résident Roberto Regnier avec ses collaborateurs directs. Donc il s'agit dans ce cas-là de 8 fonctionnaires centraux. Et sur cette réunion était aussi présent Madame Velva, qui était en quelque sorte une secrétaire, c'était le go-between, la liaison entre la résidence et donc l'opposition burundaise à Rwagasore. Mais donc, cette campagne de terrorisme qui a été dévoilée, ça impliquait des meurtres, un incendie des maisons, l'expulsion des partisans de Rwagasore. Les responsables de cette campagne de terrorisme ont été
protégés par la résidence. Ils n'ont pas été emmerdés quoi que ce soit. Et donc, c'est un nouveau élément qui démontre que dans ces moments qui vont approcher, donc finalement, cet assassinat, ses opposants se sentaient, avaient un sentiment d'invulnérabilité. Et donc, cet élément, aussi avec des documents de la sûreté coloniale que j'ai pu trouver, qui, en principe, ne pouvaient pas être dans les archives, mais c'est une sorte, un oubli de la part des fonctionnaires. J'ai trouvé des documents de la sûreté coloniale, et un document est extrêmement important parce qu'elle indique clairement que les femmes de la résidence, une dizaine de femmes, avaient pris un panique dès qu'ils avaient appris ce qu'on avait décidé dans ces réunions fatidiques à la résidence, et qu'ils voulaient alerter le ministre des Affaires étrangères et même la presse, parce qu'ils avaient peur que donc, ces méthodes non justifiées, comme c'est mis dans le document, allaient aboutir donc, à des débordements, à des révoltes ou à des réactions de la part des Burundais, et que ça allait coûter la vie à des Européens innocents. Pour revenir sur la question que je me pose depuis un moment, oui, Rwagasore est nationaliste, oui, il est dans la mouvance Nyerere, Nkrumah, Nasser, et finalement, il réussit à gagner les élections en alliant sa filiation avec son père, le côté sacré de la monarchie, mais aussi le fait qu'il représentait finalement celui qui vient au secours du peuple, et que c'était une époque d'indépendance. Qu'est-ce qui explique l'acharnement? Parce qu'on sait qu'il y a une animosité de la part des membres du PDC qui sont par ailleurs ses cousins plus ou moins lointains, mais qu'est-ce qui explique l'acharnement de la Belgique et l'acharnement aussi du roi Baudouin à essayer finalement d'intervenir après la mort de Rwagasore pour essayer d'évacuer tous les assassins? Mais en fait, pour moi, l'époque de l'indépendance de l'Afrique centrale est très importante. J'ai écrit 4 livres, des 6 livres que j'ai écrits sur cette période. Pourquoi? Parce que c'est la période dans laquelle l'establishment belge a considéré que ses intérêts fondamentaux étaient en danger. Et alors, on voit avec quel acharnement cet establishment réagit. Ça nous apprend beaucoup de la nature de cet establishment. En même temps, c'est une période qui est importante parce que l'époque de la décolonisation nous apprend beaucoup sur la nature du colonialisme, mais aussi sur ce qui vient après, sur la nature du néocolonialisme qui s'ensuivit. Et donc, ça fait que à cette époque, il y avait donc un acharnement de l'élite belge pour contrôler ce processus de décolonisation et pour le limiter au maximum. Et donc, le rôle du roi Baudouin à cette époque est extrêmement important. On a dit par exemple que le roi Baudouin voulait sauver l'assassin et ses complices pour des raisons humanitaires. Je crois que c'est complètement faux. Ce raisonnement est la conclusion d'un anachronisme. On connaît le roi Baudouin des années 90, à la fin de sa vie, quand il avait montré une sensibilité pour notamment la traite des femmes. Ici en Belgique, des femmes qui sont mises dans des situations semi-esclavagistes, dans la prostitution, etc. Mais le roi Baudouin des années 60 était complètement différent du roi Baudouin des années 90. À ce moment, il était encore très jeune, il était complètement sous l'influence de l'entourage du roi Léopold III, un entourage qui était extrêmement conservateur,
et qui avait une vision, disons, ultramontaine du monde. C'est une vision où un roi catholique avait le devoir de fonder le royaume du Christ sur terre. Et Baudouin s'est vu lui-même comme ça, c'était sa tâche, c'est-à-dire intervenir avec le crucifix dans une main et le fusil dans l'autre. Et ça a donc signifié qu'en octobre 60, il a donné le feu vert pour un plan pour assassiner Patrice Lumumba. Et on voit la même chose avec Rwagasore, où il n'y avait vraiment aucun pitié avec Rwagasore et sa famille. Et il y a une anecdote qui est extrêmement révélateur sur ce point-là. Le jour après la mort de Rwagasore, donc la dépouille de Rwagasore est exposée au palais archiépiscopal, et donc le colonisateur, il pose des couronnes mortuaires au nom de la résidence, du Parlement belge, du gouvernement belge et de la monarchie. Eh bien, j'ai trouvé les documents dans les archives qui démontrent que le roi Baudouin a insisté pour que la couronne mortuaire qui a été déposée au nom de la monarchie devait être retirée. Il ne voulait pas être associé aux condoléances envers la famille et envers le peuple burundais pour cet assassinat. Et donc, l'idée chez le colonisateur, l'idée et surtout chez le fer de lance de cette colonisateur, la monarchie et le gouvernement, les ministres comme Dappermont-Landin, c'était une idée noir-blanc. Il n'y avait pas de nuance. Et vous êtes pour la Belgique ou contre. Et donc, ça fait que des gens qui sont très différentes à Lumumba et à Rwagasore, que c'était des gens très différents, étaient mis du côté des mauvais, et des gens qui étaient pour des royaumes chrétiens, comme notamment les dirigeants de l'Afrique du Sud, de l'apartheid, ou les dictateurs catholiques comme Franco en Espagne, c'était des bons. Et donc, c'est ça qui a donc été donc le mobile central du roi pour pousser vers le sauvetage des gens qui étaient responsables pour l'assassinat. On devrait se poser la question de savoir. Rwagasore, on sait que le Front commun, qui comprenait le PDC, finalement, des assassins, ceux qui ont été condamnés en tout cas, le traité même dans la campagne de Muzila Lumenyeto, ça voulait dire en fait, ça voulait dire que c'est la traduction presque de communiste à l'époque, ce qui ressemblait à une insulte à ce moment-là, dans la campagne électorale. Il était plus ou moins considéré comme un homme de gauche, puisque proche de mouvements plus ou moins nationalistes, plus ou moins de gauche. Mais la question qu'on devrait se poser, c'est que ça reste un aristocrate, ça reste quelqu'un qui devrait ne pas être l'ennemi nécessairement, en tout cas de la monarchie belge. Ça reste un symbole aussi de monarchique, puisque les monarchies sont censées être solidaires. Mais là, on voit que l'animosité dépasse l'entendement. Je veux en venir au fait, est-ce qu'il y a des questions racistes qui sont posées, le colonialisme étant déjà un acte raciste, mais est-ce que ça joue? Est-ce que ce prince qui se veut égal aux autres, qui se veut nationaliste, proche de l'Afrique et non nécessairement assujetti à la colonisation, est-ce que ça provoque du racisme? Est-ce qu'il y en a dans l'acte? Il faut d'abord, effectivement, on a donc accusé Rwagasore d'être un communiste, comme on l'a fait avec Lumumba. Il a été présenté comme le Lumumba burundais, le petit Lumumba. En fait, je crois que c'est... bon, il est vrai que aussi bien Lumumba que Rwagasore, que Nyerere, ou Nkrumah, ou Nasser, c'était des dirigeants nationalistes qui ont lutté pour l'indépendance de leur peuple et qui ont dirigé dans une grande unité ces peuples vers cette indépendance. Et dans ce sens, il y a donc des éléments communs entre Lumumba, Rwagasore et les autres. Mais fondamentalement, il y avait une très grande différence entre Lumumba et Rwagasore.
comme vous le dites, Rwagasore était un homme, c'était un aristocrate, hein, il était le fils aîné du roi. Il était plutôt un homme taciturne, plutôt réservé, quelqu'un qui était très fier de son statut de noble. Lumumba, c'était un autre personnage. C'est un homme extrêmement fulgurant, expansif, un meneur de masse, un orateur extraordinaire. Et le contexte dans lequel ces deux hommes fonctionnaient était aussi très différent. Au Congo, dans l'époque, l'année 59-60, était en plein effervescence. Il y avait donc des régions entières comme la province de l'Est ou le Bas-Congo qui étaient en soulèvement, où il y avait des grèves, des manifestations de masse, etc. Et Lumumba avait une relation dialectique avec cette population. Il le disait dans des discours, il disait « ces masses, ils sont plus radicales encore que nous autres ». Et donc, la situation au Burundi était différente. C'était un pays qui était un pays paysan, complètement paysan, où il n'y avait pas vraiment une politisation très prononcée et où la politisation se traduisait surtout à travers un attachement à la monarchie, une monarchie séculaire, très stable, très fondamentale, qui avait donc connu une indépendance très réelle avant que le colonisateur a envahi le pays. Et donc, l'arène politique dans laquelle Rwagasore agissait, c'était complètement différent de celui de Lumumba. Lumumba, c'était les mouvements de masse, les manifestations de masse. Pendant que pour Rwagasore, c'était les entretiens avec l'élite locale, avec les nobles Ganwa du Burundi, c'était complètement différent. Mais les deux hommes étaient des hommes qui acceptaient l'option occidentale. Oui. Ils acceptaient l'option occidentale, bien que Lumumba était plus radical. Lumumba était par exemple quelqu'un qui était très internationaliste. Il disait dans des discours, le Congo ne peut pas être indépendant aussi longtemps qu'il y a encore des colonies en Afrique. Ça, c'était donc un souci qui n'était pas vraiment présent chez Rwagasore. Mais fondamentalement, ces deux hommes étaient pour l'option occidentale, mais comme je le dis, le colonisateur, l'élite belge, avait une vision noir-blanc sur la situation, et pour eux, ces gens-là, qui voulaient cette indépendance immédiate, étaient des ennemis à abattre politiquement, si possible, mais physiquement, quand il n'y avait pas d'autres Question, avant d'en arriver finalement à la commission qui vient d'être créée, la commission colonisation à la Chambre, au Parlement en Belgique, je voudrais vous poser la question sur les archives. Qu'est-ce qui a disparu? Qu'est-ce que vous n'avez pas trouvé? Qu'est-ce qui a été détruit? Qu'est-ce qui est encore caché? Qu'est-ce qui peut être découvert encore demain? Les recherches sérieuses sur des crimes d'État en Afrique centrale sont devenues extrêmement difficiles. Il suffit de regarder le site du département des Affaires étrangères où on dit que l'administration se réserve le droit de retirer des documents qui peuvent nuire aux relations internationales de la Belgique. Donc ça implique que les documents qui démontrent une rôle quelconque dans des crimes d'État du colonisateur en Afrique centrale, ils peuvent être retirés. Et ça, c'est quelque chose qu'effectivement, on le fait. Et maintenant, je crois que je suis le premier dans ce livre d'apporter des preuves qu'on élimine effectivement des documents, qu'on les retire. Pas éliminés, parce qu'on ne sait pas s'ils ont été éliminés, mais qu'on retire des documents pour des chercheurs. Et je me sens un peu, pour utiliser une métaphore, comme un musicien qui doit jouer une pièce de Bach, mais vous ne pouvez pas utiliser les notes de Do et de La. On travaille avec du matériel amputé. C'est ça ce qu'on fait. Heureusement, vu l'état pitoyable des archives et l'amateurisme
dans l'administration, j'ai pu encore récupérer des documents qui sont extrêmement importants et convaincants pour, pour démontrer donc cette rôle belge dans cet assassinat. Mais il est clair qu'il y a des documents qui disparaissent. Les preuves sont dans mon livre, et notamment l'enquête parallèle qui a été faite par le procureur du roi en Belgique sur le rôle de la résidence dans cet assassinat. Cette enquête a été détruite en 82 avec l'autorisation de l'archivaire des archives générales du royaume. Et ça, c'est quand même extrêmement bizarre. Pourquoi est-ce qu'on a autorisé la destruction des dossiers sans suite, donc des dossiers qui n'ont pas amené à des poursuites, pour les années 51 jusqu'à 62, et c'est un dossier de 62, quand on sait que c'est une période extrêmement importante, parce que dans cette période, il y a des réseaux stay behind, des réseaux anticommunistes qui se sont formés, qui avaient parfois un représentant dans les gouvernements, qui avaient un rôle très important dans la décolonisation de l'Afrique centrale, et qui, même aujourd'hui, chez les enquêteurs qui étudient, qui enquêtent sur les massacres des tueurs de Brabant en Wallon, travaillent avec l'hypothèse que là-bas, on a la base éventuelle pour un rôle des filières d'extrême droite qui ont, avec ces massacres, essayé donc de mettre en pratique une stratégie de tension pour instaurer un régime autoritaire en Belgique. Donc, c'est quelque chose qui est inexplicable. Et donc, je crois que sur ce plan-là, cette commission colonisation doit intervenir. La première chose, c'est qu'il faut briser la résistance de la sûreté de l'État qui veut jusqu'à maintenant ne pas transférer les archives de la sûreté coloniale aux archives générales du royaume. Ces archives font partie des archives coloniales et elles doivent être transférées et être ouvertes pour les chercheurs. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour les recherches dans le futur. Je vais passer à quelques questions qu'on me pose. Il y a des questions assez simples qui sont plutôt faciles à répondre. Ça va aller vite. Jean Kajorgi, c'était un tueur à gages, comme vous le dites, ou un commerçant grec de Bujumbura? Là, ça, je pense que c'est assez simple pour y répondre. Quel était le parti politique que représentait le prince? Était-il élu par les Burundais, etc. Donc, je vous laisse répondre à ces deux questions. Et oui, puis, enfin, en ce qui concerne l'enquête faite par la tutelle, il n'est pas tout à fait clair quels sont exactement les mobiles de Jean Kagioris, l'assassin. On a parlé à un certain moment qu'il serait récompensé avec une grande somme. On lui a proposé aussi un emploi très lucratif. On parle aussi d'une relation homosexuelle avec un dirigeant ou quelqu'un dans l'entourage des dirigeants du Parti démocrate chrétien. Donc, ces mobiles concrets ne sont pas très clairs. Ce qui me paraît le plus important, c'est qu'en fait, lui et donc ses co-comploteurs ont agi avec un sentiment d'invulnérabilité et qui ont agi sur base de l'hypothèse qu'ils seraient protégés par le colonisateur. Alors, une question, y a-t-il une raison d'opportunité relative au momentum 60 années après? Quelle solution pour tourner la page décoloniale proposez-vous? Je n'ai pas bien compris la première question. Y a-t-il une raison d'opportunité relative au momentum, donc 60 ans plus tard? Y a-t-il une raison pour laquelle vous le sortez maintenant, le livre? Ben, je crois que le livre est d'abord une forte leçon du fait que la colonisation est vraiment une aberration. Je crois que c'est le professeur Van Temps qui dit que une colonisation, c'est le viol d'un pays par un autre pays.
Et quand on voit, et j'essaye donc d'esquisser donc cette histoire de la colonisation, le colonisateur est venu au Burundi, mais aussi dans les autres pays, avec l'idée que on devait donc porter sur ses épaules the white man's burden, le fardeau de l'homme blanc. Et l'idée était que, donc ça c'était donc la rationalisation, qu'on devait donc aider le peuple local à dépasser le stade, l'étape que nous autres en Europe avions dépassé déjà, c'est-à-dire on a dépassé le féodalisme. Et donc le résultat était que ces relations entre seigneurs et serfs, qui étaient très fortement bétonnées, on les a calquées sur les sociétés soumises. Et donc, on a en quelque sorte durci les relations entre notamment les Hutus et les Tutsis. Au début de la colonisation, c'est l'idée que les Tutsis étaient des seigneurs et les Hutus étaient des serfs n'était pas présent. C'était pas présent. Quand on voit que chez les chefs et les sous-chefs au Burundi, 20% des Hutus en 29 étaient des Hutus. Mais le colonisateur qui était qui a donc agi avec un esprit raciste, qui a racialisé les différentes strates de la population et qui a donc vu dans des Hutus des dirigeants naturels et les Hutus des soumis naturels, a éliminé ces Hutus. On a même éliminé les quelques femmes qui étaient chefs et sous-chefs à cette époque. Et le résultat est donc qu'on a durci ces tensions entre Hutus et Tutsis. Est-ce que la mort de Rwagasore a des conséquences aussi sur la suite dans le Oui, exact. C'est là qu'il faut voir donc les conséquences à court et à moyen terme de cet assassinat, parce que Rwagasore était en quelque sorte, vu son charisme, qu'il était vu comme un trait d'union entre Hutu et Tutsi. C'était quelqu'un qui était marié à une femme qui était considérée comme un Hutu. Dans son parti, sur des postes dirigeants, il y avait des Tutsis, mais il y avait aussi des Hutus. Et donc, les Hutus du Burundi ont donc vu en Rwagasore quelqu'un qui était un des leurs, quelqu'un avec lequel on pouvait travailler. Et donc, son élimination a donc ouvert la voie vers plus de tension, plus de friction entre Hutu et Tutsi, qui a donc, dans les années après, dégénéré dans des massacres incroyables. Oui, quelqu'un me pose la question, que sont devenus les Belges du Burundi après l'assassinat? Y a-t-il eu des conséquences? Il demande aussi que sont devenus les assassins, mais vous pouvez y répondre, c'est une question assez simple. Oui. Très vite, donc le cadre colonial est parti du Burundi. À un certain moment, pendant le procès qui a été mené par la tutelle, les avocats des comploteurs burundais ont demandé donc de convoquer quelques administrateurs coloniaux vers le Burundi pour témoigner à des charges. Eh bien, le cabinet des affaires étrangères à Bruxelles, où Étienne Davignon a géré le dossier Burundi, a donc menacé ces fonctionnaires avec un licenciement. Ils seraient déclarés persona non grata s'ils allaient au Burundi témoigner. En plus, il y avait cette femme qui servait comme liaison entre l'état-major colonial et l'opposition, qui a grâce à son acharnement, a été arrêté au Burundi pour témoigner. Le cabinet du ministre des Affaires étrangères belge l'a laissé expulser du Burundi. Donc, ces gens-là, ils n'ont jamais été emmerdés, quoi que ce soit. Est-ce que je peux juste vous demander de revenir sur Madame Belva un petit peu?
et puis de nous faire un lien entre le rôle que vient jouer Étienne d'Avignon au Burundi à ce moment-là, donc après la mort de Rwagasore, si je me souviens bien, mais aussi son rôle dans l'assassinat de Lumumba. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit résumé et le rôle de Madame Belva, qui est quand même assez aberrant quand on se rend compte que c'est elle elle pouvait arrêter une réunion du PDC ou du Front commun, que c'est elle qui faisait les procès-verbaux, etc., alors qu'elle était belge, qu'elle n'avait rien à voir avec, en tout cas, elle devait avoir rien à voir avec la politique locale. Oui. En fait, Madame Belva, qui était donc une Belge civile, quoi, qui n'était pas donc employée par le colonisateur, a joué comme élément de liaison avec le PDC, donc avec les opposants de Rwagasore, mais qui avait un pouvoir énorme. Elle avait un pouvoir énorme parce que c'est à travers elle que donc le colonisateur a organisé, financer cette opposition, à l'aider, et donc son rôle était très important. Et c'est elle donc qui était présente à ces réunions où on a donc préconisé l'élimination de Rwagasore juste après sa victoire électorale. Son rôle après était que, en fait, elle a voulu témoigner devant le procureur de la tutelle qui enquêtait sur l'assassinat, et finalement on n'a pas fait une déclaration en espérant qu'on allait à un certain moment sauver l'assassin et donc ses complices, parce que presque jusqu'à la fin, quelques jours avant l'indépendance, les têtes du Parti démocrate chrétien burundais, comme Jean Tidendereza et les autres, avaient cru qu'ils allaient être transférés, exfiltrés du Burundi pour purger leur peine en Belgique. Et donc, finalement, Belva, au procès de la tutelle, a été confrontée avec le résident, et elle avait donc expliqué qu'effectivement le résident a donc poussé pour l'assassinat de Rwagasore. Le résident a nié cela. Juste après, il est reparti pour la Belgique, mais donc c'était clairement une parjure de la part du résident, parce que quelques semaines après, devant le procureur du roi de la Belgique, il a avoué qu'il a effectivement préconisé l'assassinat de Rwagasore. Ok, je pense que nous approchons de la fin. Je voudrais d'abord remercier évidemment le BRAC, donc l'African Museum, qui accueille cette discussion. Je pense que le livre est très riche en informations, qu'il est très riche, qui va permettre à la commission colonisation peut-être de savoir où chercher. Je pense que aussi le lieu où nous avons eu ce dialogue est important, puisque il est né pendant la colonisation, il contient beaucoup d'objets qui sont venus par la colonisation, il est dans un processus aussi de transformation tant bien que mal. Je voudrais vous remercier, je ne sais pas si vous avez encore un mot à dire. Ce livre peut être trouvé où, Monsieur De Witt, pour ceux qui ne l'ont pas encore? Bon, on peut le trouver sur l'Internet. Hein. Il y a donc, c'est une coédition. Vous pouvez facilement trouver donc les deux éditeurs sur le net, le commander là-bas, quoi. Oui, donc, oui. Le MRAC, donc l'African Museum, m'avait demandé s'il ne pouvait pas être commandé pour la boutique du musée. Oui, bien sûr. On va s'arranger pour ça. Donc, je vous remercie beaucoup pour les questions. Certaines questions étaient tellement simples que je n'ai pas pensé les poser. On demande s'il y a un pays étranger qui est intervenu dans l'assassinat. Jusque-là, je ne pense pas. Qui a signé l'assassinat de Rwagasore, le roi Baudouin ou le gouvernement belge? Si vous voulez en dire quelque chose, je vous laisse. On a encore un peu de temps. Je crois que c'est important en ce qui concerne les archives, pas seulement que les archives coloniales seraient mises à la disposition des chercheurs, mais aussi on parle beaucoup de la restitution des objets ethnographiques, etc. Il faut aussi penser à la restitution d'une partie du mémoire, de l'histoire de l'Afrique centrale. Et dans ce sens, je crois que c'est inacceptable que des chercheurs doivent voyager 6, 7, 8 000 kilomètres pour venir ici
pour faire des enquêtes. Donc, je crois que c'est une tâche importante de cette commission pour ou bien digitaliser tous les documents, ou bien établir des antennes dans le Rwanda, Burundi, Congo, où des chercheurs peuvent enquêter sur leur histoire. Un autre élément que je crois qui est important, et ça c'est quelque chose spécifiquement pour le MRAC, quand on va dans la section histoire du musée, et quand on regarde l'évocation qu'on fait de la décolonisation, c'est très chaotique. On voit un certain nombre d'affiches, des reproductions des journaux où on a dit que Lumumba est assassiné, où il y a un assassinat de Rwagasore, etc. Il faut rendre ça intelligible. Et je crois qu'il faut vraiment adapter cette section pour expliquer l'enchaînement des faits, qui a fait quoi et quelles sont les conséquences à court et à moyen terme de ces assassinats. Parce que si on regarde seulement l'assassinat de Lumumba, celui qui dit disparition de Lumumba dit ascension de Mobutu, c'est-à-dire l'installation d'une dictature qui a donc exsangué le pays pendant 3 décennies. Donc les conséquences étaient vraiment énormes. Et la même chose était vraie pour le Burundi. Alors, une toute dernière question. On m'avait dit que je pouvais un peu dépasser le temps. Pourquoi le Burundi n'a jamais, lui, poussé pour avancer? Deuxième chose, une question délicate. Est-ce que vos révélations ou alors votre recherche ne va pas être encore une fois instrumentalisée par l'un ou l'autre pour des intérêts personnels et non pour la connaissance, l'intérêt historique ou la justice pour les familles? Oui, effectivement, le Burundi est un pays petit, enclavé, sans un accès aux océans, sans matière première stratégique. L'importance du Burundi est surtout sur le plan géostratégique. Et il ne faut pas oublier que dans l'année 60, 61, 62, le Bujumbura était le plaque tournante de la lutte de la Belgique contre les Lumumbistes au Congo. L'Est du Congo était contrôlé par des partisans de Patrice Lumumba, et à partir de Bujumbura, on a organisé différentes actions, des actions militaires, actions avec des agents secrets, un transfert des fonds, etc. Et donc, cet élément, ensemble avec le fait que l'administration coloniale était une unité, il y avait pas mal d'administrateurs et de militaires qui venaient du Congo, qui venaient du Rwanda, où on avait, après le soi-disant Toussaint rwandaise, organisé la guerre contre l'élite Tutsi, devenue trop nationaliste. Eh bien, tout ça a donc inculqué une sorte de psychose de guerre dans cette administration coloniale au Bujumbura. Et ça a donc aidé à durcir les positions envers un nationaliste comme Louis Rwagasore. L'autre question, est-ce qu'on ne va pas instrumentaliser? C'est bien possible. Mais moi, je crois que j'ai clairement dévoilé dans mon livre que aussi bien la Belgique que le Burundi officiel a, pour des raisons d'État, escamoté le rôle de la Belgique dans cette affaire. Parce que le Burundi, pendant 6 décennies, a plusieurs fois parlé du rôle de la Belgique dans cette affaire, mais sans dévoiler les faits, bien qu'on sait qu'ils ont des faits très concrets sur ce dossier. Et pourquoi? En quelque sorte, c'est toujours le même mécanisme qui est joué. Chaque fois que la Belgique a des critiques en ce qui concerne la situation des droits de l'homme au Burundi, à ce moment-là, le Burundi, attention, vous êtes vous-même co-responsable ou responsable pour l'assassinat du prince Rwagasore. Mais on ne vient jamais avec des faits. On veut garder cette menace comme une forme de chantage pour obéir la Belgique de se taire. Donc, je crois que sur ce point-là, ni la Belgique, ni le Burundi officiel ont le droit moral
d'exiger quoi que ce soit. S'il y a une récompense en ce qui concerne le rôle de la Belgique dans cet assassinat, c'est quelque chose qui doit aller à la famille, aux familles et au peuple burundais elle-même. Sur ce, je vous remercie beaucoup, Monsieur De Witt. Bonne continuation et nous vous contacterons si les gens vous contacteront les éditeurs s'ils veulent le livre. Encore une fois, c'est Meurtre au Burundi, c'est exceptionnel, c'est nouveau et c'est important pour l'histoire de la région des Grands Lacs et du Burundi. Merci pour l'invitation.